Bonjour, je suis sur l'enregistrement d'une vie de Simone Veil, L'Enfer chapitre 3, et je suis sur la troisième partie de l'enregistrement. Page 69 du livre Le livre de poche. Soudain, l'avance des troupes soviétiques fit paniquer les autorités allemandes. Il faut dire que les bombardements aériens devenaient de plus en plus fréquents dans le secteur d'Auschwitz. Sur la route qui longeait le commando, on voyait depuis la fin de l'année des troupes allemandes en repli dans le désordre. Le 18 janvier 1945, le commando de Bobrek reçut l'ordre de départ. Nous sommes donc partis à pied pour l'usine Buna, située dans l'enceinte d'Auschwitz-Birkenau. Nous y avons rejoint tous les autres détenus des camps d'Auschwitz, environ 40 000 personnes, et avons entamé cette mémorable longue marche de la mort, véritable cauchemar des survivants, par un froid de quelque 30 degrés en dessous de zéro. Ce fut un épisode particulièrement atroce. Ceux qui tombaient étaient aussitôt abattus. Les SS et les vieux soldats de la Wehrmacht qu'ils encadraient jouaient leur peau et le savaient. Il leur fallait à tout prix fuir l'avance des Russes, tenter d'échapper coûte que coûte à la mort qui les poursuivait. Enfin, nous sommes parvenus à Gleiwitz, à 70 kilomètres plus à l'ouest. Je dis bien à 70, où s'opérait le regroupement des déportés qui avaient réussi à survivre. La proximité croissante des troupes soviétiques affolait tellement les Allemands que nous nous sommes alors demandé si nous n'allions pas tous être exterminés. Nous attendions notre sort, hommes et femmes mélangés dans ce camp épouvantable où il n'y avait plus rien, aucune organisation, aucune nourriture, aucune lumière. Certains hommes exerçaient sur les femmes un chantage épouvantable. Comprenez-nous, on n'a pas vu de femmes depuis des années. C'était l'enfer de Dante. Je me souviens d'un petit Hongrois très gentil. Il avait dans les 13 ans et son désarroi était tel que nous l'avions recueilli par pitié. Il disait, les hommes, ils m'ont abandonné. Je suis tout seul. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas trop comment trouver à manger. N'empêche que les hommes, ils seront bien contents tout de même de nous retrouver quand il n'y aura plus de femmes. C'était à fendre le cœur. Je me demandais en mon fort intérieur que vont devenir ces jeunes s'ils parviennent à échapper à cet enfer. Un autre garçon que j'ai connu et qui s'est trouvé dans cette situation atroce de soumission aux hommes a fait, après la guerre, de brillantes études et effectué un parcours professionnel d'exception. Il a aidé beaucoup de ses camarades qu'il a retrouvés et a fondé une superbe famille. Quand nous venons à évoquer cette époque, sa femme dit simplement « Il ne parle jamais du camp ». De Gleiwitz, les trains ont commencé à partir dans plusieurs directions. Beaucoup d'hommes ont été dirigés vers Berlin, où les bombardements avaient causé d'énormes dégâts et où le déblaiement exigeait des bras. D'autres sont partis vers des usines d'armement, et quant à nous, les femmes, les SS nous ont entassés sur des plateformes de wagons plats, et nous avons été dirigés d'abord sur Mauthausen, où le camp n'a pas pu nous accueillir, faute de place, et nous sommes alors repartis pour 8 jours de train, en plein vent, sans rien à boire ni à manger. Nous tendions les rares gamelles que nous avions pu emporter afin de récupérer la neige et la boire, et lorsque notre convoi a traversé les faubourgs de Prague, les habitants, frappés par le spectacle de cet entassement de morts vivants, nous ont jeté du pain depuis leurs fenêtres. Nous tendions les mains pour attraper ce que nous pouvions. La plupart des morceaux tombaient par terre. Pourquoi les nazis n'ont-ils pas tué les juifs sur place, plutôt que de les embarquer dans leur propre fuite? La réponse est simple, pour ne pas laisser de traces derrière eux. Il ne s'agissait même pas dans leur esprit de nous conserver comme future monnaie d'échange, mais simplement de nous faire disparaître par les moyens les plus discrets. Notre chance a été que le camp d'Auschwitz était encore trop peuplé pour qu'une complète, rapide et discrète élimination soit envisageable. Notre convoi a roulé jusqu'au camp de Dora, commando de Buchenwald, et à cause du froid et de l'absence de nourriture, bon nombre d'entre nous avaient péri durant le voyage. Nous sommes les seules femmes à être passées par Dora. C'était un camp pour hommes, très dur, où les déportés travaillaient au fond d'un tunnel à la fabrication des fameux V2. La terreur régnait partout. Très peu de déportés en ont d'ailleurs échappé. Après 2 jours de nouvelles incertitudes et d'angoisses, le petit groupe de femmes,
dont nous faisions partie, a été expédié à Bergen-Belsen, entre Hambourg et Hanovre, au nord de l'Allemagne, dans une région où les troupes alliées sont arrivées très tard. Les nazis avaient ajouté à notre convoi des tziganes, arrêtés peu de temps avant, car, malgré l'atmosphère de débâcle qui régnait partout, la folie allemande des arrestations continuait. C'est vers Bergen-Belsen, compte tenu de la situation géographique, que convergeaient des milliers de déportés venus de tous les camps de l'Est, y compris des résistants. On y trouvait aussi des Françaises, épouses d'officiers et de sous-officiers juifs détenus au camp de prisonniers de Lübeck. Nous sommes arrivés à Bergen-Belsen le 30 janvier. À Bergen-Belsen, les détenus ne travaillaient pas et le camp ouvert naguère pour y accueillir des déportés à statut spécial était désormais totalement submergé par ce déferlement de déportés de toute provenance. Les conditions de vie, si l'on peut encore employer cette formule, y étaient épouvantables. Il n'y avait plus d'encadrement administratif, presque pas de nourriture, pas le moindre soin médical. L'eau elle-même faisait défaut, la plupart des canalisations ayant éclaté. Et comme si tout cela ne suffisait pas au malheur des silhouettes squelettiques qui erraient à la recherche de nourriture, une épidémie de typhus s'était déclarée. Ajoutée à la faim, elle entraînait une effrayante mortalité. L'enlèvement des cadavres n'était plus assuré, de sorte que les morts se mêlaient aux vivants. Dans les dernières semaines, la situation y devint telle que des cas de cannibalisme apparurent. Les SS, paniqués autant par l'atmosphère de débâcle militaire qui gagnait toute l'Allemagne que par les risques de contagion, se contentaient de garder le camp où affluaient sans cesse de nouveaux juifs venus de toute l'Allemagne. Hormis ces quelques SS, les Allemands ne s'occupaient plus du camp. Bergen-Belsen était devenu le double symbole de l'horreur, de la déportation et de l'agonie de l'Allemagne. Ceux qui s'étaient rêvés maîtres du monde étaient devenus aussi vulnérables que leurs propres victimes. À Bergen-Belsen, le hasard a voulu que je retombe sur la Lagerstraße, cette ancienne prostituée qui nous avait déjà sauvé la vie à Birkenau. Elle avait suivi la débâcle des camps et était venue chef du camp de Bergen-Belsen. Elle m'a reconnu tout de suite et m'a dit de venir la voir le lendemain matin. Avant que la journée ne commence, ce que j'ai fait, elle m'a aussitôt placé à la cuisine des SS. Ce nouveau geste nous a sans doute évité de mourir de faim, comme tant d'autres. L'attitude de cette femme à mon égard est toujours demeurée un mystère pour moi. Dans les jours qui suivirent la libération du camp, j'ai appris qu'elle avait été pendue par les Britanniques. Toute la journée, je devais râper des pommes de terre, au point d'avoir les mains en sang. Je m'y appliquai avec la dernière énergie, redoutant plus que tout d'être renvoyé de cette cuisine où, malgré ma peur et ma maladresse, je parvenais à voler un peu de nourriture pour maman et Milou. Une fois, je me suis fait prendre par un SS avec un peu de sucre. Il s'est contenté d'une sévère correction avant de me laisser repartir avec le sucre. Le travail à la cuisine était aussi rude que la vie dans le reste du camp. Les derniers temps, je ne dormais guère plus de 2 ou 3 heures par nuit, en raison des alertes incessantes. Nous quittions la cuisine si tard que je dormais en marchant. Les bombardements de plus en plus fréquents empêchaient souvent notre retour aux baraques dans lesquelles il n'y avait fréquemment plus aucune place pour s'allonger, ni même pour s'asseoir. Le matin, nous nous levions avant le jour pour être prêtes à partir dans les commandos dès l'aube. Épuisés par le manque de sommeil, mais cherchant à tout prix à ne pas nous faire remarquer, car travailler à la cuisine des SS constituait la fragile assurance de ne pas mourir de faim. Maman était déjà très affaiblie par les détentions, le travail pénible, le voyage épuisant à travers la Pologne, la Tchécoslovaquie et l'Allemagne. Elle n'a pas tardé à attraper le typhus. Elle s'est battue avec le courage et l'abnégation dont elle était capable. Elle conservait la même lucidité sur les choses, le même jugement sur les êtres, la même stupeur face à ce que des hommes étaient capables de faire endurer à d'autres hommes. En dépit de l'attention que Milou et moi lui prêtions, malgré le peu de nourriture que je parvenais à voler pour la soutenir, son état s'est rapidement détérioré. Sans médicaments ni médecins, nous étions incapables de la soigner.
Jour après jour, nous la voyions décliner. Assister avec impuissance à la fin lente mais certaine de celle que nous chérissions plus que tout au monde nous était insoutenable. Elle est morte le 15 mars, alors que je travaillais à la cuisine. Lorsque Milou m'a informé à mon retour le soir, je lui ai dit « C'est le typhus qui l'a tuée », mais tout en elle était épuisé. Aujourd'hui encore, plus de 60 ans après, je me rends compte que je n'ai jamais pu me résigner à sa disparition. D'une certaine façon, je ne l'ai pas acceptée. Chaque jour, maman se tient près de moi, et je sais que ce que j'ai pu accomplir dans ma vie l'a été grâce à elle. C'est elle qui m'a animée et donné la volonté d'agir. Sans doute n'ai-je pas la même indulgence qu'elle. Sur bien des points, elle me jugerait avec une certaine sévérité. Elle me trouverait peu conciliante, pas toujours assez douce avec les autres. Et elle n'aurait pas tort. Pour toutes ces raisons, elle demeure mon modèle, car elle a toujours su affirmer des convictions très fortes, tout en faisant preuve de modération, une sagesse dont je sais que je ne suis pas toujours capable. Début avril, nous avons senti que le dénouement était proche. D'un jour à l'autre, les bombardements se rapprochaient. Milou n'allait pas bien. Elle aussi avait contracté le typhus. Je la réconfortai du mieux que je pouvais. Écoute, il faut tenir le coup et ne pas se laisser aller, parce que nous allons être libérés très vite. Lorsque je rentrais du travail, je lui répétais « Tu verras, c'est pour demain. Tiens bon, tiens bon. » Et chaque nuit, alors qu'à cause des alertes l'éclairage était coupé et que je ne pouvais réintégrer notre baraque, la peur me saisissait. Allais-je retrouver Milou en vie? Cette idée qu'après ma mère, ma sœur risquait de ne pas rentrer en France avec moi m'anéantissait. Je me forçais donc à tenir le coup, à rester vaillante malgré les quelques symptômes du typhus que je ressentais et que les médecins m'ont confirmé après la libération du camp. Je m'en suis assez vite remise. Bergen-Belsen a été libéré le 15 avril. Les troupes anglaises ont pris possession du camp sans rencontrer la moindre résistance, malgré la présence résiduelle des SS. En fait, les Allemands et Anglais avaient signé un accord 2 ou 3 jours plus tôt, tant la crainte du typhus terrorisait les Allemands. Pour moi, ce jour de libération compte cependant parmi les plus tristes de cette longue période. Je travaillais à la cuisine dans un bâtiment séparé, et dès que les Anglais sont arrivés, ils ont isolé le camp avec les barbelés infranchissables. Je n'ai donc pas pu rejoindre ma sœur. Le fait de ne pas pouvoir partager ma joie et mon soulagement avec elle a constitué une épreuve supplémentaire. Nous étions restés 13 mois ensemble sans jamais être séparés, une chance extraordinaire. Et le jour où le cauchemar prenait fin, nous nous trouvions éloignés l'une de l'autre. Il nous a fallu attendre le lendemain pour nous retrouver et pouvoir enfin nous étreindre. Nous étions libérés, mais pas encore libres. Dès leur entrée dans le camp, les Anglais avaient été effarés par ce qu'ils découvraient, des masses de cadavres empilés les uns sur les autres, et que des squelettes vivants tiraient vers des fosses. Les risques d'épidémie amplifiaient encore cet apocalypse. Le camp a aussitôt été mis en quarantaine, la guerre n'était pas encore finie, et les Alliés ne voulaient prendre aucun risque sanitaire. Les Anglais, après avoir brûlé les baraquements pour enrayer le typhus, nous ont installés dans les casernes des SS, en plaçant des matelas supplémentaires au sol pour loger tout le monde. Les draps dans lesquels nous dormions avaient beau avoir servi aux Allemands, nous n'en avions cure. C'était un tel luxe à nos yeux. En revanche, aussi incroyable que cela paraisse, la faim persistait car les Anglais avaient l'ordre de n'utiliser que les rations militaires qui nous rendaient malades. Le général anglais responsable s'est d'ailleurs trouvé tellement désemparé qu'assez vite il a demandé à repartir se battre plutôt que de s'occuper d'un camp où il ne disposait d'aucun moyen.